en plus de la déclaration, en plus de la démonstration régionale européenne, dont je parle de l'Europe, n'oublions que les Américains aussi, ils ont une déclaration américaine des droits de l'homme. C'est la Convention relative aux droits de l'homme. Donc vous avez la Convention qui a rentré en vigueur depuis 18 juillet 1978. Vous avez la Convention, autres instruments interaméricains qui consacrent évidemment cette philosophie de droit et liberté de l'homme. Donc nous avons aussi, entre autres, le texte arabo-musulman aussi. N'oubliez pas que la Ligue du monde arabe et l'Organisation de la conférence islamique a tendance à renforcer évidemment pour lui donner une perspective beaucoup plus prospère et beaucoup importante dans la pratique, dans le comportement politique, arabo-musulman. Nous avons, c'était depuis le Conseil islamique a rendu public en septembre 1981 des déclarations universelles dans l'islam. Donc, c'est un projet de déclaration aussi de l'organisation islamique, de la conférence islamique, qui a ratifié le 4 août 1990 par 45 ministres des Affaires étrangères, déclaration de droits de l'homme dans l'islam. Donc nous avons aussi, n'oubliez pas que l'islam, ou que le monde arabo-musulman, il a un apport qui est très important dans ce domaine. Ce qu'il faut changer, c'est qu'on peut mettre un peu l'accent sur la culture des gens, pour qu'il y ait une véritable conviction à ce que nous avons fait déjà, l'effort que nous avons produit depuis depuis des indépendances, le monde arabo-musulman, il y a cet alignement, si on exclut la période de guerre froide, où depuis les années 70, vous le savez, que l'impact de la guerre froide, il a son impact sur la réduction des droits de l'homme, non seulement horizontalement, mais aussi verticalement, et cela avait des répercussions sur le monde arabe. Mais je pense que depuis la signature de la Convention de Washington en 1986 entre le président Gorbatchev et le président américain, donc il y a toute une réduction, une détente qui avait des répercussions sur la production et la reproduction de l'héritage relatif à ce droit, et rendu donc fondamental et sacré aussi dans les textes que dans les institutions du monde arabo-musulman. L'ordre africain aussi il est présent aussi. Les Africains, je pense qu'ils avaient malheureusement été victimes d'un certain nombre de catastrophes. Le mercantilisme, le féodalisme, le colonialisme, puis le néocolonialisme, ce qui a retardé un peu d'être convaincu que la charrette économique et politique ne peut marcher sans, évidemment, les droits de l'homme. Et évidemment, ça nous rappelle un peu un petit événement lors du sommet de La Baule en 1989, où le président français il avait conditionné que l'assistance, la coopération, il est dorénavant et désormais conditionné par le respect des droits de l'homme. Donc, ça a suscité la contestation des uns et la conviction des autres. Mais je pense qu'on a commencé à établir des conférences nationales pour l'entente nationale, évidemment, pour créer et produire une espèce de consensus autour de la question des droits de l'homme. Et depuis les années 80 à nos jours, je pense que les Africains aussi ont leur mot à dire en matière, cette expérience en matière africaine. Alors c'est justement cela, on va le voir, le cas marocain, qu'on va voir que le développement des droits de l'homme et des libertés publiques ont une expression, une traduction nationale. Donc comment tout cet héritage, à la fois principes généraux, universels, international,
régional sur le plan continental, comment tout cela s'est exprimé nationalement. Donc, cette expression, il est démontré par la volonté d'adopter dans les constitutions nationales un certain nombre de dispositions relatives au respect des droits de l'homme. Donc, il y a une phase qui a commencé, quoique, depuis la guerre, mais il a des effets, certes, sur l'application, sur même les convictions, au niveau des pensées, au niveau même du cognitif, non seulement des dirigeants nationaux, mais aussi de la société civile, parce que la société civile, on va le voir, il a milité aussi à travers les partis politiques pour qu'il y ait évidemment, pour que les Marocains et tous les nationaux du monde bénéficient des droits. Donc vous avez des ligues qui défendent, des associations qui défendent la cause des droits de l'homme. Donc, alors c'est aujourd'hui, on devrait consacrer tous ces droits que nous avons vérifiés lors de ces séances précédentes en une traduction constitutionnelle. Mais il est nécessaire de voir, il y a d'autres qui sont évidemment s'inscrivent dans le cadre d'une loi fondamentale, d'autres qui sont simplement se contentent d'une petite espèce de déclaration indépendante. Et pour l'un comme pour l'autre, la question de préciser, cela se pose évidemment, on doit être vérifié au niveau de la hiérarchie des lois, parce que quand je parle de la déclaration, par exemple, quelle est la valeur juridique de la déclaration? Et cela a suscité une controverse et a opposé les tenants de leur supraconstitutionnalité à ceux qui ne leur reconnaissent qu'une valeur morale et philosophique. Je parle de la déclaration, référence, en faisant allusion à la Déclaration universelle des droits de l'homme ou les autres déclarations nationales par la suite. Alors, justement, il y a ce sujet, il a suscité beaucoup de débats, et cette question a été saisie particulièrement par le Conseil d'État français, qui a considéré ou estimé que la Déclaration des droits n'a pas de valeur juridique par elle-même, mais seulement des principes qu'il contenait et qui pouvaient être retenus comme des règles coutumières, des principes généraux des droits, avec une certaine valeur plus ou moins égale à celle des lois ordinaires. Quant au préambule, des lois, les principes qui se rapportent à la question des libertés et des droits de l'homme et qui sont introduites dans le préambule, cela, évidemment, on va voir aussi, il a également suscité des débats. Débats, plus particulièrement la doctrine et la jurisprudence, sachant pertinemment qu'ils sont des sources de droit, et qui ont toujours estimé que le préambule a une valeur juridique et force de loi, en même titre que tout le contenu, l'intégralité du texte constitutionnel. Si, évidemment, on le voit, le Conseil d'État, par contre, ne le considère pas comme un texte juridique d'application directe par lui-même. Mais, par ses dispositions, ils peuvent néanmoins être considérés comme des principes généraux du droit de valeur législative. Alors, on va le voir, depuis, en France, j'ai l'expérience française, depuis la Constitution de 1900, l'établissement de la Ve République en 1958, le préambule, dans la valeur constitutionnelle, a été renforcé et renvoie, évidemment, pour la formulation des libertés et des 4 endroits, différents endroits qui sont d'ailleurs la Constitution de 1958, la liberté est inscrite donc, comme dans le corps même de la Constitution. Dans la Constitution de 1780, la liberté proclamée dans la Déclaration
reste tout simplement une déclaration. Les libertés ont été ajoutées dans le préambule en 1946. Et évidemment, il y a des libertés qui sont comprises comme des principes fondamentaux retenus par les lois de la République, auxquels se réfère leur préambule de la Constitution de 1946. Donc, il y a une variété de plaçants, de positions, c'est-à-dire ces droits et libertés sont constitutionnels dans le contenu, sont-ils constitutionnels par le préambule, ont-ils une force de loi tout simplement par simple déclaration ou par loi fondamentale. Quant au Maroc, le caractère constitutionnel a été conféré aux libertés publiques depuis 1962. Donc on a tenté quand même à l'esprit ou soit à la lettre d'introduire les quelques dispositions du 15 novembre, du Dahi du 15 novembre 1958 dans la première constitution qui fut consensus sur un certain nombre de points, notamment la question de la liberté d'exercice des cultes, droit d'exercer les cultes, droit d'accéder à la fonction publique, liberté, égalité des deux sexes. Donc il y a un certain nombre le droit à la grève aussi, donc il y a une autre génération que nous avons introduit, la première et la seconde génération qui sont introduites dans la première constitution de 1962. Donc il y a, et évidemment, les principales libertés ont été reprises dans les textes, évidemment, constitutionnels subséquents. Alors, on revient à la une qui a introduit un autre paramètre qui est fondamental, c'est celui de la Déclaration universelle, c'est la Constitution de 92. Ce dispositif constitutionnel, il a intégré dans le cadre international, puisque le préambule de celui-ci dispose que le Maroc, et je cite, « Le Royaume du Maroc réaffirme son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement », c'est déjà le mot, l'universalité, il est dedans, il est limpide dans le texte, tels qu'ils sont universellement reconnus. L'actuelle Constitution aussi, il a reproduit le préambule de 92 parce qu'il renforce davantage l'idée de s'engager à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans les chartes et conventions internationales. Ça, c'est très important. Depuis lors, ou dès lors, il est devenu possible d'assimiler, alors ce qui, parmi l'originalité de la Constitution en matière de croiser avec l'espace international et d'assimiler les règles constitutionnelles marocaines concernant la liberté publique ou les libertés publiques aux dispositions classiques figurant dans les constitutions des États occidentaux. Moi, à titre de rappel, c'est pratiquement, il y a dans le manifeste de Cerclin de 1943-44, où le parti de l'Istiqlal, il avait demandé à Sa Majesté le roi Mohamed V de l'époque, en plus de l'indépendance du Maroc, il faut introduire les institutions démocratiques telles qu'elles s'appliquent, à l'instar, évidemment, des États occidentaux. Donc, on va dans ce sens, malgré cette parenthèse aussi longue, mais quand même, on est arrivé d'adopter, de s'inspirer du modèle occidental sur un certain nombre de libertés, en plus de le combiner avec la tradition marocaine, donc pour avoir une constitution qui garantit les libertés qui sont universelles et garantir l'identité spécifique des Marocains dans tradition et modernité, cette combinaison qui donnait un certain équilibre à notre identité, à notre comportement, aussi bien politique que civil. Ça, sur un plan constitutionnel. Alors, vous avez des libertés, et quelle est la loi et le règlement,
quelle est la part de cela dans la sauvegarde, la protection, la consécration des droits. Alors, la constitution marocaine, comme son homologue d'ailleurs, similaire à celui de la France, il répartit la matière législative entre le Parlement et le gouvernement. C'est tout à fait normal. Cette répartition, qui est prévue par les articles 71 et 72 de la Constitution 2011, reçoit une application dans le domaine des libertés publiques et diffère, soit selon qu'il s'agit d'une période qui est ordinaire, normale, ou une période exceptionnelle. Alors, en ce qui concerne les compétences données dans le cadre de la période normale, et cela justement on va voir conformément à la traduction française qui remonte au XVIIIe siècle, le Parlement, vous le savez, il est élu et considéré comme le meilleur protecteur des libertés. C'est déjà le socle même de la pensée de Jean-Jacques Rousseau et même le socle de la pensée dans l'ouvrage de Tierzita de Sieyès. Donc c'est la loi, il est incarnation de la volonté populaire et par conséquent c'est les représentants de la nation qui sont, par cette législation, par cette loi, par cette constitution même, qui sont habilités à légiférer en matière de liberté. Alors c'est déjà, on va le voir dans l'article 71 de la Constitution, sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par les autres articles de la Constitution, les lois individuelles et collectives, énumérées au titre premier de la Constitution. En revanche, le gouvernement et l'administration ont une fonction seconde, une fonction de seconde zone. Il leur incombe d'exécuter la loi sous le contrôle du juge. C'est évidemment le contrôle du juge, puis allusion qu'on est toujours en active, on évolue, on est en continuelle évolution en matière de la consécration de l'état de droit, où le juge il est partie intégrante, il s'impose, il est déterminant dans le comportement institutionnel des différents acteurs. Donc, en période exceptionnelle, c'est là où vous avez, il y a un côté, donc l'exceptionnel, on va le voir, l'exceptionnel, entre autres, vous avez, il est différent selon qu'il s'agit d'un régime législatif, ou qu'il s'agit d'un régime jurisprudentiel, ou qu'il s'agit d'un régime constitutionnel. Donc, quant au régime législatif, donc on parle plus souvent de l'état de siège. L'état de siège, qu'est-ce qu'on entend par l'état de siège? L'état de siège, c'est un régime exceptionnel de police justifié par l'idée de péril national. Donc, on peut le déclarer nationalement sur tout le territoire, ou partiellement dans une partie du territoire. Il est parfois appelé, dans le lexique politique, dans le lexique constitutionnel et juridique, état de siège politique ou fictif, pour le différencier à l'état de siège réel, peut être claqué par le commandant d'une place assiégée, un commandant militaire assiégé, c'est-à-dire une place, une région, un territoire assiégé ou menacé. Donc, en vertu de l'article 49 et 66 de la Constitution, l'état de siège, il est déclaré après délibération du Conseil des ministres, évidemment par Daïr, et la prolongation de ce délai peut être autorisée aussi par le Parlement. L'état de siège entraîne la substitution, voilà ce qui est très important, substitution des autorités militaires aux autorités administratives et civiles pour l'exercice des pouvoirs de police administrative. Et il implique aussi, l'état de siège implique aussi la prise des mesures exceptionnelles pour élargir les pouvoirs ordinaires de police, donc
soit, par exemple, les mesures exceptionnelles, je parle de la perquisition le jour et de nuit au domicile citoyen, éloignement du repris de justice des individus domiciliés dans la zone d'état de siège, donc interdiction de publication de réunions jugées de nature à exciter le désordre. Donc, c'est un régime, donc, il s'appelle le régime législatif. Le régime jurisprudentiel, qui a d'ailleurs derrière ce régime jurisprudentiel, fut adopté, développé la théorie des circonstances exceptionnelles. Et cette théorie des circonstances est une construction juridique d'origine jurisprudentielle, selon laquelle certaines décisions seraient illégales en temps normal, peuvent devenir légales en certaines circonstances, quand il s'agit de guerre, de crise générale, de menaces de grève, de désordre, etc. Donc, il est nécessaire d'assurer le maintien de l'ordre et la marche des bons services des services publics. Donc, la théorie trouve son fondement dans les devoirs généraux de l'autorité administrative qui comportent précisément l'obligation d'assurer l'ordre public et le fonctionnement des services. Le régime constitutionnel, donc vous avez aussi, n'oubliez pas dans ce régime-là, vous avez le juge administratif saisi a posteriori pour t'amener à statuer sur la légalité de l'acte qui lui est soumis. Donc il vérifie si l'on se trouve dans une période exceptionnelle, auquel cas l'acte administratif est valable, même si l'administration a méconnu certaines règles. Quant au régime constitutionnel, c'est l'état d'exception donc mentionné par l'article 59, le fameux article 35, appliqué dans l'ordre de la première expérience parlementaire, c'est l'article 35, et qui reproduit dans l'actuelle Constitution, dans les dispositions de l'article 59. Et je cite, c'est tout que le reproduit à la lettre, lorsque l'intégrité territoriale est menacée, le roi peut prendre des mesures, peut avoir des mesures suivant certaines procédures de forme, saisir les deux présidents du Parlement, le président du Conseil, puis adresse un discours au peuple pour déclarer l'état d'exception. Et cela se fait dans les cadres des crises majeures qui touchent la sauvegarde de l'État, ou si le territoire est menacé, donc l'article, c'est une obligation supplémentaire pour le souverain de consulter évidemment ces instances, les deux chambres, plus le président, il s'agit d'un système bicaméral, donc il faut les deux chambres, plus du président pour déclarer sans que cela entraîne la dissolution du Parlement. Donc il y a toute une espèce de similitude. On se rapproche davantage à l'article 16 de la Constitution française de 1958. Voilà à peu près la dimension un peu nationale, juridique de cette liberté, comment elle est consacrée à un certain nombre d'arsenals de régimes qui tendent de renforcer le maximum possible ces principes qui s'imposent aujourd'hui et qui deviennent des conditions. Le droit de l'homme et les libertés publiques sont des conditions sine qua non, sont incontournables, même dans les conduites des affaires internationales. Et je vous remercie.